Appel donne procuration à Christian Châtelain. Maria Cordonnier donne procuration à Patrick Lemaire. Karim Berbache et Elisabeth Van Ecker. Merci beaucoup. Ah, voilà. Et merci pour le son. On va passer tout d'abord à l'approbation du procès-verbal du dernier conseil municipal. Est-ce qu'il y a des remarques? Monsieur Le Cadir, monsieur Châtelain. Merci, monsieur le maire. Je voulais simplement savoir si vous alliez répondre à la question que j'avais posée au dernier conseil, dans la mesure où il est bien marqué, monsieur le maire, une présentation globale sera faite au prochain conseil municipal concernant le bilan des infrastructures, des infractions relevées par l'installation des caméras. Oui. Et comme je ne vois pas l'ordre du jour aujourd'hui, j'aurais aimé savoir si vous avez bien présenté. Merci, monsieur le maire. Voilà, donc ça fait partie des présentations qu'on vous fera juste avant de démarrer l'ordre du jour officiel du conseil municipal. Monsieur Châtelain. Oui, monsieur le maire, je voudrais revenir sur le compte-rendu sur le point numéro 22, mise en place d'une facturation du coût de transport de la prise en charge des personnes interpellées en état d'ivresse public manifeste. Et j'avais posé la question au dernier conseil municipal concernant ce point, si vous pouviez nous apporter l'information concernant les personnes qui avaient été effectivement, embarquées par la police pour se rendre à l'hôpital. Et je voulais vous remercier parce que vous apportez dans ce compte-rendu les chiffres de tout au moins 2024 et ceux de 2025. Alors, pour précision, pour que tout le monde soit bien au courant, il y a 8 personnes en 2024 qui ont été prises en charge par la police. Et à ce jour, donc depuis le 1er janvier 2025, il y en a donc eu 9. Et depuis qu'on a pris la délibération, il y en a eu 3. Donc je me rappelle de la remarque que vous m'avez faite. À partir de 1, c'est déjà trop, et je vous rejoins parce que c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Voilà. Merci, monsieur le maire. Pas de problème, merci, monsieur Châtelain. Donc s'il n'y a pas d'autres remarques, est-ce que je peux considérer qu'il est approuvé ? Merci beaucoup. Alors, je vais vous faire quelques petits propos liminaires pour vous donner des informations sur des sujets divers. Tout d'abord, pas pour vous annoncer les dates des prochaines élections législatives, parce qu'on ne les connaît pas plus que les autres, mais bon, en tout cas, on peut, comme tout le monde, constater que le paysage politique national donne un spectacle relativement pathétique en ce moment et plonge notre pays dans une situation extrêmement délicate et instable, que ça fait partie du coup de nos missions et de nos rôles de représenter un pôle de stabilité pour nos concitoyens dans ces moments un peu troublés qui provoquent parfois de la résignation, parfois de l'indignation chez nos concitoyens et à juste titre. Simplement, voilà, vous dire que il faut qu'on soit à la hauteur de nos missions au niveau municipal. Si les élus nationaux ont un peu plus de mal à l'être, ça ne résoudra pas le fait que le pays ait un budget, mais en tout cas ça permettra peut-être à nos concitoyens d'avoir un avis qui soit un peu plus tempéré sur ce qu'ils peuvent penser de leurs élus, en montrant qu'en proximité, on peut avoir des élus qui travaillent pour eux et pour leur ville. En tout cas, si jamais on doit avoir des élections, écoutez, on sera prêt pour les tenir, hein, ce sera notre rôle, et puis on verra quand ça arrivera. Mais en attendant, on travaille, et justement sur ce qui est fait dans la ville, je vous fais un petit point sur les travaux, parce qu'il y en a eu beaucoup depuis notre dernier conseil municipal. Donc on a les voiries de la rue Paul Gauguin qui a été terminée, avec l'installation aussi des dispositifs pour ralentir la vitesse. On a un certain nombre de voiries au Floralie également qui ont été réalisées à la fin du printemps et pendant l'été. Pendant l'été, on a eu également la rue Paul-Vaillant-Couturier qui a été faite pour qu'elle soit opérationnelle pour la rentrée des classes.
il restait l'installation électrique pour les feux tricolores qui n'étaient pas encore terminés. Donc maintenant, ça va pouvoir se mettre en place. À partir de la semaine prochaine, on va les tester en clignotant. Et puis, par la suite, ils vont passer sur leur cycle normal, ce qui permettra d'avoir des traversées piétonnes vraiment sécurisées pour parents et enfants dans leur accès à l'école. Il nous restera ici la voirie et le dépose-minute sur la rue Marie-Marvin entre Lidl et l'école pour que ce soit complètement terminé, ainsi que la pose de l'enrobé végétal sur la petite allée Anne-Franck qui amène à l'école. L'enrobé végétal, c'est très bien parce que c'est moins polluant et autres, mais par contre, comme c'est un enrobé à froid, ça nécessite des températures de pose un peu supérieures, donc probablement qu'il faudra attendre le printemps prochain pour le poser pour que ça puisse tenir. La rue du 19 mars suit son cours, les travaux se passent très bien. Normalement, on ne devrait pas avoir d'aléas à ce stade et ça devrait pouvoir réouvrir comme prévu courant décembre. Sur la rue Jean Jaurès, l'assainissement est toujours en cours. Ils sont en train de remonter vers le rond-point à l'entrée de l'avenue Fabien Thiémet. Donc là, pareil, les travaux se passent bien, mais ils sont très impactants pour les riverains notamment. L'impact sur la circulation, il est vraiment moindre parce qu'on voit que les gens qui font que traverser Marly ont pris l'habitude d'emprunter soit la départementale vers Saint-Saul, soit l'avenue Barbus ou l'avenue Fabien Thiémet en sortant de la route de Prézot. Donc ça, c'est plutôt positif pour ce qu'on souhaitait mettre en place avec une rue Jean Jaurès, avec une circulation apaisée et plutôt dans un esprit de rue de centre-ville. Ça va prendre encore du temps pour terminer l'assainissement. Ensuite, on pourra lancer les travaux vraiment de voirie, de trottoir, d'aménagement paysager et on pourra les présenter aussi aux habitants. C'est long, mais le fait qu'on décide d'avoir un accès au commerce toujours maintenu et puis des voiries ouvertes le plus possible, ça fait que ça ralentit forcément les travaux, mais je pense que dans la vie de tous les jours, c'est quand même mieux et notamment pour les commerces. On va bientôt attaquer, et on a déjà un petit peu démarré les travaux sur la rue Salengro et sur la rue des Fusillés. Ces travaux qui étaient attendus, parce que c'est des espaces qui étaient extrêmement dégradés. Dans le cadre de ces travaux, on a le déplacement du monument aux morts qui va être du coup rénové parce qu'il était fissuré sur sa base et qui sera réinstallé sur un des côtés de la place Gabriel Péri à l'intérieur du parc. On est en train de lui construire un écrin. Ceux qui vont à l'école Jules-Henri Langrand ou qui vont sur la place en se garant au niveau de la rue Juliade peuvent voir la préfiguration de cet espace. C'est un travail qu'on a mis en place il y a déjà 3 ans, je crois, à peu près, avec les associations, notamment d'anciens combattants, pour redonner un cadre un peu plus digne à notre monument aux morts, parce que à la fois le monument lui-même s'était dégradé, mais son environnement urbain était passablement dégradé. Et le fait de devoir bloquer la circulation à chaque fois pour les cérémonies, qu'on ait un marquage de parking au milieu des espaces du monument, c'était quand même pas idéal comme emplacement. Et là, on va pouvoir tenir des cérémonies et entretenir le devoir de mémoire dans des conditions nettement améliorées sur la place. Et donc on fera une petite inauguration au moment de la cérémonie du 11 novembre pour la nouvelle installation du monument sur la place. Et on pourra le faire à la fois avec le conseil municipal des enfants qui était un peu à l'origine du projet, et puis avec l'école Jules-Henri Langrand qui nous aide aussi à préparer ce moment-là. Donc sur la place du Sergent Blary qui accueillait le monument aux morts, on va refaire un aménagement paysager et un espace de stationnement qui sera propre et paysager. On travaille aujourd'hui sur
le fait de pouvoir installer des poubelles, enfin en tout cas des espaces qui cacheraient des poubelles, parce qu'on a un certain nombre de maisons dans la rue Roger-Salengro et autour qui n'ont pas d'espace pour pouvoir ranger leurs poubelles ou traverser, parce qu'il y a des petites maisons qui ont été divisées quand même en appartements et sans locaux poubelles, donc c'est un peu compliqué. Donc, il y a des gens qui laissent leurs poubelles sur les trottoirs, ce qui n'est pas autorisé et ce qui dégrade quand même aussi à la fois la capacité à passer à pied ou en fauteuil sur un trottoir, et ce qui, du coup, on essaie de trouver une solution à leur apporter en ce moment. Dans les travaux, on a aussi des gros travaux qui sont en cours au niveau du cimetière. Je ne sais pas si vous vous en rendiez compte, mais le calvaire était en très mauvais état et la croix, en fait, menaçait un petit peu de tomber. Donc on l'a décroché il y a quelques temps pour la rénover complètement. Et on retravaille tout l'espace central du cimetière pour faire un jardin du souvenir paysager et vraiment différent. Pareil là, avec un nouvel écrin au cœur du cimetière qui devrait être prêt à peu près pour la Toussaint de cette année. Le poste de police, ça suit son cours. Comme vous avez pu le constater, la partie toiture est terminée, ou à peu près. C'est un beau travail réalisé par l'entreprise. L'intérieur est en cours également. Et la salle des fêtes, elle est à peu près terminée, avec simplement le sujet des toilettes, parce que il y avait de l'amiante dans la peinture des toilettes. Du coup, ça a pris plus de temps parce que vous connaissez les processus pour l'amiante. Il faut avoir des entreprises agréées pour faire le grattage, retirer, avant de pouvoir donc traiter les toilettes, ce qui sera fait pendant les vacances scolaires de la Toussaint. Donc on va pouvoir récupérer une salle des fêtes avec des sanitaires très prochainement. Sur l'école Jules-Henri Langrand voisine, tout est maintenant terminé. C'était des travaux qui étaient essentiellement esthétiques pour la dernière partie. Donc vraiment, je remercie les entreprises et les services qui ont travaillé là-dessus, parce que c'est vraiment très beau maintenant le parvis de l'école Jules-Henri Langrand. C'est un espace très agréable quand on attend les enfants. Et on a réparé aussi le préau qui, au-delà de ne pas être très beau, il était abîmé, et maintenant il peut reprendre ses fonctions, ce qui sera probablement appréciable dans quelques semaines quand la météo sera plus hivernale. Côté plan de rénovation urbaine de la Briquette, ça avance aussi, donc les travaux sur les voiries continuent, ça avance bien, et le projet de rénovation, réhabilitation et résidentialisation des logements a été attribué par Partenaire Habitat à l'entreprise. On a fait la présentation en début de semaine au Conseil citoyen du projet de réhabilitation par l'entreprise. Donc ça avance. On va avoir la démolition des immeubles Place des Vosges durant l'automne, enfin, en tout cas d'ici la fin de l'année. Et puis les travaux de réhabilitation qui vont suivre, avec un des gros travaux, notamment énergétiques, et puis la pose de balcons et d'ascenseurs sur les immeubles de la Briquette. Dans les démolitions, on a aussi une démolition à Marie Curie, côté Floralie, qui en avait 2 bâtiments qui étaient dégradés et désaffectés. On en avait démoli un premier, et on avait fait l'aire de jeu des Floralie il y a 1 an et demi à peu près. Et là, pendant les vacances, on va démolir le deuxième, et pour remettre ce site propre. Le dernier point, c'est on passe d'une école à une autre en venant ici dans l'école Hélène Carrère d'Ancos. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce premier conseil municipal ici. Donc la rentrée des classes s'est extrêmement bien passée, et les parents, les enfants se sont très vite acclimatés à ce nouvel écrin, et la manière dont elle est conçue, avec ces petites cours, ces espaces assez intimes à l'intérieur, font que même si c'était la réunion de 2 écoles, finalement ça paraît pas être si grand que ça. Et quand on se balade même dans la journée, on n'a pas l'impression qu'il y a autant d'élèves à l'intérieur.
On voit que les conceptions modernes de l'école en fait quelque chose de finalement relativement douillet et confortable malgré sa taille. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif. Et le corps enseignant, pareil, nous fait remonter beaucoup de points positifs sur le confort d'utilisation, notamment phonique. Vous l'entendez dans cette salle aussi, c'est extrêmement confortable et la cantine notamment est très bien insonorisée, ce qui fait beaucoup de bien aussi au personnel, parce que quand on est dans une cantine avec quelques dizaines de bambins fatigués et en train de manger, ça peut être parfois un peu bruyant. À la fois pour les enfants, et ça les fatigue, mais aussi pour tous les adultes qui travaillent là et qui en ressortent parfois un peu fatigués. En tout cas, vraiment, encore une fois, merci à tous les services de la ville et aux entreprises qui ont travaillé sur ce beau projet. C'était un vrai challenge de réussir à le terminer pour la rentrée scolaire. Ça a été le cas, ça s'est très bien passé. Donc, merci beaucoup à tous pour leur implication. Avant de passer sur l'ordre du jour classique du conseil municipal, on va vous faire 2 présentations qui sont en lien avec des questions qui nous avaient été posées pendant les derniers conseils municipaux. Une première sur l'évolution de la démographie scolaire et une deuxième sur, en gros, le bilan de la police municipale et de la vidéosurveillance. La première, donc, c'est sur la démographie scolaire, et je vais laisser du coup ma collègue Assia vous la présenter. Oui, très bien. On va démarrer sur cette présentation des chiffres et des tableaux qui sont le reflet d'un contexte au niveau national de chute de la natalité, de baisse des effectifs dans le premier degré et le second degré. Donc au niveau national, on est à moins 78 000 élèves par rapport à la rentrée 2023 et environ moins 60 000 élèves en élémentaire. Et vous voyez qu'en tête, c'est bien Lille qui est en tête dans l'accélération vers la baisse des effectifs. Au contexte national, si on devait se comparer, on est quand même en 3e position derrière Versailles et Créteil en termes de perte d'effectifs. Et bien sûr, cela est corrélé à la chute de la natalité. On a aujourd'hui un solde naturel qui s'établit à plus de 17 000. C'est le niveau le plus faible depuis 1945. À l'échelle départementale, le département du Nord est particulièrement touché. 27 991 élèves de moins entre 2017 et 2024, environ moins 12%. Et puis, donc, vous vous rendez bien compte que les effectifs globaux sur la commune, voilà, aujourd'hui, on est entre 2017 et 2025 à cette courbe qui est sans appel, avec un petit plateau 2024-2025 qu'on va suivre. Est-ce que je vais assez vite? Est-ce que ça va? Tout va bien. Est-ce que ça va? Est-ce que vous suivez? Tout va bien, tout va bien. Oui, oui. Ça va un peu vite? Non, c'est petit. C'est petit. C'est petit. Ah oui. On voit rien. Donc, les effectifs en Excusez-moi, maternelle. bon, je sais bien, j'ai un handicap, c'est pas le seul que j'ai, la surdité, mais il aurait été préférable d'avoir les éléments visuels. Là, de loin, comme ça, excusez-moi, on ne voit absolument rien. On vous Donc, le la présentation on vous n'est transmettra pas également. digne d'un conseil municipal. Excusez-moi, merci. On vous le transmettra aussi par mail à l'issue du conseil. Avec les graphiques, je pense que même si on a une mauvaise vue, on voit bien sur les graphiques effectifs par école, Louise Michel et Nelson Mandela, on a une courbe qui est moins marquée que les autres courbes. C'est celle qui est la plus marquée, vous le voyez, c'est Uré-Saint-Nicolas. On a vraiment une baisse, une chute nette. Jules-Henri Langrand, on a eu quelques pics et aujourd'hui une descente, une baisse des effectifs un peu plus importante à cette rentrée. Et Marie Curie, avec quelques rebonds et qui s'explique par le fait qu'à Marie Curie, nous avons des effectifs fluctuants. C'est une école qui accueille des enfants de la communauté des gens du voyage et nous avons également une structure Ulysse et donc le nombre d'enfants affectés dans cette Ulysse peut varier d'une rentrée à une autre. Oui. Vous avez passé là l'ensemble des écoles. Je crois qu'on peut,
sauf erreur de ma part, on peut peut-être expliquer le pic qu'on voit Jules-Henri Langrand, parce que si j'ai bien lu, il s'agit de l'année 2021, et je crois que ça correspond à la fermeture de Jean Rostand, donc il y avait un regroupement, tout à fait. donc pic naturel, j'allais dire. Oui, tout à fait. Pour 2025-2032, voilà, les chiffres sont, représentés de manière graphique sont très clairs. De 922 à 842, 921 élèves à 842 aujourd'hui, entre 2025 et 2032. Nous avons également, nous sommes appuyés pour faire cette présentation sur les chiffres également de l'inspection académique, qui a à peu près les mêmes, parce que la méthode de calcul est un peu différente, à peu près les mêmes pourcentages, avec des chiffres du côté inspection académique qui sont un peu plus marqués en termes de perte d'effectifs. Voilà pour la présentation de ce diaporama. Merci beaucoup. Monsieur Le Cadier. Merci, monsieur le maire. Est-ce qu'il nous sera possible d'avoir à destination des casiers des conseillers de l'opposition les documents présentés ce jour? Merci. Je pensais vous le transmettre par mail, mais si vous voulez, on peut vous l'imprimer. Non, monsieur le maire, je passerai demain matin en mairie pour pouvoir récupérer ces documents. Ok. Merci. Pas de problème. Le deuxième document, du coup, c'est un rapport d'activité de la police municipale. Donc pour vous présenter un petit peu à la fois les activités de notre poste de police et puis aussi l'impact de la vidéosurveillance depuis que le dispositif est actif. Donc vous voyez, depuis le début de l'année 2025, on a eu 1723 interventions de la police municipale, ce qui représente 192 interventions par mois et 7 par jour. Sur ces interventions, il y en a 60% qui sont liées à un constat, une initiative des agents sur le terrain, 25% suite à une requête de la population et 15% qui se fait suite à une directive de l'opérateur de télésurveillance qui indique aux équipes de terrain qu'ils doivent se rendre sur place. On vous rappelle donc les effectifs de la police aujourd'hui, on a 13 agents actifs, 9 policiers municipaux, 2 ASVP, un opérateur vidéo et puis le chef de pôle. En termes de répartition sur les contraventions, en termes de... Ouais, voilà, on est sur les items au niveau de la vidéo verbalisation. On a beaucoup de constats qui sont faits maintenant grâce à la vidéo. Ça représente 934, donc soit 37%, contre 63% qui sont constatés physiquement par nos agents, avec des récurrences assez classiques sur le port de la ceinture de sécurité, le téléphone au volant, le passage à contresens sur une voie, le non-respect des stops, toutes des infractions malheureusement très banales, mais qui peuvent être extrêmement dangereuses, soit pour les autres usagers du domaine public, soit pour ceux qui sont verbalisés eux-mêmes. Ça peut arriver. En termes de répartition donc, des infractions par différentes catégories, on a donc évidemment les infractions qui touchent à la voiture, qui sont extrêmement nombreuses, tout ce qui touche au stationnement. Alors stationnement, ça peut être sur un endroit non autorisé, sur les places handicapées, sur le non-respect des zones bleues, et puis beaucoup aussi au niveau routier, donc des vitesses excessives relevées par nos équipes, beaucoup de circulation à contresens quand même, qui reste un vrai problème dans notre ville, et clairement qui sont maintenant beaucoup traités par la vidéosurveillance. C'est autant avant on pouvait venir nous dire dans ma rue il y en a toujours qui viennent l'emprunter à contresens et on disait ah oui c'est difficile de pouvoir prendre sur le fait les gens. Maintenant on peut le voir avec la vidéosurveillance, donc c'est quand même extrêmement efficace. Dans les réquisitions, on a aussi les incivilités, les bruits de voisinage, tapage nocturne ou diurne, et puis des infractions de fourrière qui sont
pas extrêmement nombreuses, mais qui existent quand même de manière relativement importante. Donc des stationnements gênants de long terme qui sont relevés, et des voitures qui sont donc enlevées. Sur la vidéoprotection en elle-même, on a donc ceux qui s'en occupent au quotidien. On a un chef de salle et un opérateur vidéo. Ce sont des agents qui sont assermentés pour pouvoir effectuer ces missions. Ils ont été requis à 44 reprises par la police nationale depuis le 1er janvier 2025. Ils ont permis l'identification de quelqu'un qui avait commis une agression au couteau devant un établissement scolaire en début d'année. Ils ont permis l'identification de cambrioleurs, de personnes qui ont fait des vols et aussi des incendies sur des véhicules en stationnement. Et on a aussi pu avoir beaucoup de relevés et d'engager des poursuites sur des dégradations du domaine public ou des bâtiments communaux. On a eu 14 identifications de dépôts sauvages avec des amendes administratives du coup, et ça a déclenché 181 interventions de la police municipale. Un des aspects intéressants pour nous, et notamment dans le quartier des Floralies ou aux abords, c'était la lutte contre les rodéos et les comportements routiers dangereux. On a eu 7 délits routiers qui ont été relevés grâce à la vidéoprotection. Les refus d'obtempérer qui permettent de suivre les véhicules grâce à la vidéoprotection pour identifier les délinquants sans que ça fasse prendre de risques ni à nos agents ni aux personnes qui pourraient être autour de la voirie à ce moment-là. Et on a eu 5 rodéos aussi qui ont été repérés et identifiés avec des motocross et des quads grâce au système de vidéoprotection depuis le début de l'année. La dernière slide, c'est vraiment celle qui est la plus frappante et qui met vraiment en relief la différence de travail de la police municipale entre avec la vidéosurveillance et sans la vidéosurveillance. Donc c'est 2024 et jusqu'au 1er septembre 2025. Donc en 2024, on a eu 10 opérations en coordination avec la police, contre 22 jusqu'au 1er septembre 2025. En 2024, on a eu 15 interpellations contre 55 déjà depuis le début de l'année. Alors bon, les ivresses publiques et manifestes, ça, il n'y a pas forcément un lien extrêmement fort, sauf que, en fait, à la vidéo, on repère les comportements erratiques, soit de piétons, soit d'automobilistes, et on a doublé également, du coup, les relevés, 7 en 2024 et 13 en 2025. Sur les rapports de délit, que ce soit le port d'armes ou conduite sans permis, on a eu 13 en 2024, 45 en 2025. On a eu beaucoup de contrôles radar, peut-être un petit peu moins en 2025 qu'en 2024, mais ça a été efficace. La police municipale a changé de radar en 2025, ils ont eu un nouvel équipement. Sur les dépôts sauvages, on a eu 70 procédures en 2024, 70 dépôts sauvages, 3 procédures, et 54 dépôts sauvages depuis le début de 2025. Donc on est à peu près sur les mêmes ratios, mais par contre on a 14 procédures qui ont pu être engagées grâce aux identifications permises par la vidéoprotection. Et donc sur la fin 2024, on avait le début du CSU, on a eu 57 interventions déclenchées par le CSU et 181 déjà déclenchées en 2025. Donc voilà quelques éléments un petit peu factuels sur l'activité de la police municipale. On profite pour les remercier de leur travail et de leur activité parce qu'ils sont beaucoup sur le terrain au service des Marlysiens. Ils font un métier qui n'est pas facile. Ils ont une police qui est assez interventionniste, qui n'hésite pas à prendre ses responsabilités quand ils sont en face de situations de délit ou d'incivilité marquées. Et c'est quelque chose qui est extrêmement précieux pour nous. Et on voit que la vidéosurveillance, c'est un outil à leur service qui permet d'être vraiment plus efficace, vraiment pour la sécurité du quotidien des Marlysiens et aussi en prévention pour faire diminuer petit à petit le nombre de ces incivilités, notamment routières.
Je pense que vraiment, à force d'avoir une intervention de la police municipale sur des réquisitions de vidéosurveillance, je pense que ça modifiera petit à petit les comportements quand même des automobilistes, notamment ceux qui traversent notre ville et qui font que la traverser. Et donc, j'espère que petit à petit, le nombre de ces contraventions ira en diminuant, parce que ça voudra dire que la vidéosurveillance et le rôle de nos agents aussi aura permis de faire de la prévention dans ce domaine-là. C'est quand même ce qu'on souhaite le plus. Hein. Donc là, on est content de voir que la police municipale intervient beaucoup et que la vidéosurveillance permet d'identifier un certain nombre de cas délictueux, mais ce serait encore mieux si à la fin on avait des bilans finalement avec relativement peu de constats à l'intérieur. Malheureusement, on est une ville avec beaucoup de passages, avec des gens qui passent à longueur de temps dans notre ville et qui la traversent, certains sans respecter le code de la route et toutes ses composantes, et puis certains autres aussi qui viennent s'amuser, notamment dans nos quartiers. C'est au Floralie, les rodéos qu'on a pu constater, il y avait relativement peu de Marlysiens dans les personnes interpellées. Simplement des gens qui avaient pris l'habitude de venir s'amuser au Floralie, même s'ils n'étaient pas forcément issus du quartier. Et clairement, la vidéosurveillance, ça fait que dès cet été, on a eu quand même moins de problèmes au Floralie que les années précédentes, parce que y a le fait d'avoir cette surveillance policière permanente, ça permet... alors malheureusement, probablement pour d'autres communes autour, de décaler le problème, mais en tout cas, c'est un soulagement pour les habitants des Floralies et plus globalement aussi de Marly. Et puis ça met un terme à des comportements qui sont parfois extrêmement dangereux. Qu'on a des quads ou des motos qui font des wheelings en pleine rue, c'est malheureusement parfois très dangereux quand on traverse avec des enfants. On est une personne âgée qui peut avoir un peu de mal à s'écarter rapidement du chemin. Madame Auré. Oui, monsieur le maire, je poserai la même question qu'auparavant. Si on peut avoir déjà les feuilles pour que l'on soit bien au courant. Hein, oui, on vous donnera les deux. Et la deuxième question, c'est de vous dire, une fois j'avais posé justement au conseil municipal, ces contraventions, elles rapportaient à qui? Vous m'aviez dit à l'État, et une autre fois, vous m'aviez dit à la mairie. Donc je voudrais savoir ce qui est à l'État et ce qui est à la mairie. On vous donnera la répartition. En fait, c'est dans tous les cas, l'argent va à l'État. Et ensuite, l'État nous en reverse une partie. Mais dans tous les cas, toutes les amendes sont reversées à l'État. Monsieur Le Cadir. Merci, monsieur le maire. Donc, tout comme la collègue, effectivement, demain matin, je passerai également pour pouvoir prendre les documents. La seule chose que je constate quand même, c'est que malgré... je ne vais pas dire la vidéoprotection, parce que vous l'avez changé en cours d'année, en cours de mandat, en vidéo-verbalisation, ce qui est complètement différent. On s'aperçoit quand même qu'entre 2024 et 2025, il y a une recrudescence un peu des différents faits qui se sont opérés. Certes, tout ça, vous avez pu le voir certainement, et je le souhaite pour vous, au travers de la vidéo-verbalisation. Je félicite, et tout à fait, vous connaissez mon attachement au monde militaire et également au monde de la sécurité, contrairement à ce que vous avez pu sous-entendre dans le passé. Je félicite la police municipale, effectivement, elle est à pied d'œuvre, elle est toujours sur le chemin. On ne les voit pas toujours là où il faudrait être, mais on sait très bien qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque administré, et ça, il faut le faire comprendre également à l'administration. Par contre, la question qui vous a été posée dès le départ, au travers de toutes ces opérations, j'aurais aimé connaître la budgétisation des amendes qu'il y a eu grâce à la vidéo-verbalisation. Et là, vous me présentez simplement qu'un état des lieux des différents, mais en aucun cas une budgétisation. Ça aurait pu être intéressant de connaître ce que ça a pu ramener, entre guillemets, dans les caisses de la commune, au travers des caisses de l'État, et puis mais de la commune également. Voilà. On vous fera un état annuel. On aura sur 2025 une pleine année d'exercice de notre CSU, même si
parfois des situations de travail un petit peu dégradées à cause des travaux, mais sur 2025, on aura quand même une très bonne image du rendement justement de la police municipale et de la vidéo sur les verbalisations. Donc on pourra vous faire un point en début d'année prochaine sans difficulté. Comme ça, vous aurez des données exactes. Je vous propose qu'on démarre notre conseil municipal. La première délibération, c'est une décision modificative sur le budget. C'est une opération d'ordre, en quelque sorte, qui suit la dissolution du syndicat des Grangettes. On a, du coup, suite à l'arrêté de dissolution qui a été prononcé par la préfecture, un solde de 3 900 € qui a été réparti entre différents chapitres et qui fait des opérations d'ordre entre fonctionnement et investissement. Est-ce qu'il y a des remarques sur le sujet? Oui, Madame Auray, Madame Melchier. Oui, c'est pas tout à fait par rapport à cette décision, mais ça s'y rapproche quand même. On va pas revenir sur la fermeture des Grangettes, on en a parlé assez longtemps. Par contre, vous nous aviez dit qu'il y avait des solutions alternatives qui étaient en cours. Et aujourd'hui, on voudrait savoir où sont ces solutions alternatives afin que les enfants de Marly puissent continuer à faire les classes vertes, les classes de neige, nos enfants, nos jeunes aussi, pendant les vacances. Donc, on voudrait savoir exactement où on en est. Madame Melchier. Merci. Donc j'ai bien compris également que c'était une décision modificative, une opération comptable. Mais pareil, derrière ces chiffres, il y a surtout la disparition d'un projet qui n'était pas moindre, les Grangettes, dont certains enfants parlent encore. Donc aujourd'hui, une question se pose. Qu'est-il proposé aux enfants par rapport à ces sports d'hiver? À ce jour, une seule école qui a pu bénéficier d'un projet grâce au projet Erasmus, le départ en Pologne. Une belle initiative, mais qu'en est-il des autres écoles? Donc la disparition des Grangettes ne doit pas marquer, mais au contraire être l'occasion de repenser une politique éducative et culturelle équitable pour toutes les écoles. Tout simplement. Merci. Très bien, merci beaucoup. Voilà, je ne reviendrai pas non plus forcément sur le feuilleton des Grangettes. C'était un équipement d'une autre époque, en fait, et le fait d'avoir une gestion publique de ce genre d'équipement, c'était plus possible. Heureusement ou malheureusement, peu importe comment on veut interpréter ce sujet-là, ce qui compte, c'est que les enfants de la ville puissent avoir des activités qui leur sont proposées. Donc on avait d'abord permis aux enfants de continuer à aller au ski à travers un séjour qui avait été organisé par la ville dans une autre station, via un organisateur de voyages privés. Et puis l'année dernière, ça a été le déplacement qui a été fait dans notre ville jumelée d'Oletsko pour l'école Marie Curie. Alors clairement, c'est quelque chose qui est ouvert à toutes les écoles, comme c'était le cas pour les Grangettes. Et pour les Grangettes, déjà, on avait le sujet des équipes scolaires qui étaient plus ou moins motivées et intéressées pour mener ce genre de projet. On n'avait plus qu'une classe de Julan et Langrand et de Marie Curie qui allait aux Grangettes dans les dernières années. Donc, quand on a fait le séjour au ski, on a eu les mêmes classes qui sont retournées, puisque on a deux enseignants particulièrement motivés dans ces deux écoles. Et je pense que là, on a en ce moment en plus un renouveau du corps enseignant sur la ville, et avec des projets qui sont en train de mûrir et d'éclore. Donc l'offre mise au service par la ville via Erasmus ou via directement les fonds qui sont alloués par la ville, elle est à destination potentiellement de toutes les écoles et de tous les enseignants, et simplement après les projets se montent et ce sera ouvert à tous. Oui, et si je peux apporter d'autres éléments pour vous rassurer, c'est vrai que, c'est bien de le répéter, on est la seule commune en région Hauts-de-France à avoir déposé une demande d'accréditation Erasmus. On a eu la chance de pouvoir envoyer des enfants en Pologne. Il y a également encore 50 000 € qui sont disponibles et qui peuvent être entre les mains des enseignants. Donc reste maintenant
à accompagner les enseignants et nous pourrons compter cette année encore un peu plus sur l'inspection pour les inciter à s'emparer de ces projets-là. Comme l'a dit Monsieur le maire, ici à Hélène Carrère d'Ancos, on a un directeur aussi très engagé qui souhaite s'en emparer. Donc on a bon espoir que l'accréditation Erasmus, les fonds Erasmus seront encore bien utilisés au sein de nos écoles. C'est assez unique, il faut le rappeler, hein, c'est assez unique. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas une politique ambitieuse et éducative à Marly. La preuve en est, c'est que la ville de Marly vient encore de recevoir un prix pour son engagement sur l'ouverture européenne auprès des plus jeunes. D'ailleurs, on va recevoir ce prix-là au siège de la région le 17 octobre prochain. Et nous continuons dans cette dynamique, donc parce qu'on a, vous savez, mettre en place des projets Erasmus, c'est aussi une montée en compétences progressive de l'ensemble des équipes. Donc ça prend du temps pour les enseignants de s'en emparer, les familles aussi d'intégrer. Le voyage en Pologne a permis un peu de lever des freins psychologiques. Les familles avaient peur de voir les enfants partir, et quand ils voient qu'ils s'en vont et qu'ils reviennent, qu'ils sont ravis, qu'ils sont transformés, qu'ils deviennent plus ambitieux aussi pour eux-mêmes et pour leurs camarades, on souhaite continuer l'expérience en s'investissant dans les fonds Erasmus pour la jeunesse dans le cadre des colonies de vacances. Donc on est en train d'y réfléchir. Donc moi je travaille avec Europe en Hainaut pour bâtir demain des séjours dans les ACM à l'étranger pour le bon développement, pour le bien-être de nos jeunes. Et la situation actuelle du pays nous montre que c'est important, cette mobilité, cette ouverture d'esprit, le développement de l'esprit critique. Ça se fait en sortant des frontières françaises. On revient grandi et on revient avec un œil neuf sur la manière dont on peut évoluer sur son sol. Voilà, donc je me permets de compléter Absolument. sur ces propos-là. Merci Assia. Si on peut voter sur la partie du coup plus technique des choses, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Serge Moreau pour un certain nombre de délibérations ayant trait aux ressources humaines. Monsieur Moreau. Merci Monsieur le maire. Première délibération que je vous présente, c'est celle qui concerne la modification de la quotité horaire d'un poste permanent à temps non complet de professeur de percussion au grade d'assistant d'enseignement artistique. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la modification de la quotité horaire du poste de professeur de percussion à 6,5/20e, de modifier le tableau des effectifs en conséquence et que les crédits nécessaires à la rémunération aux charges sociales correspondent à l'emploi créé seront inscrits au budget principal. Vous faites la délibération suivante en même temps. Alors, la deuxième délibération porte exactement sur une modification de la quotité horaire, mais là, il s'agit d'un poste à temps non complet de professeur de formation musicale au grade d'assistant d'enseignement artistique. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la suppression de professeurs de formation musicale à 20/20e et la création de l'emploi de professeur de formation musicale à 16/20e, de modifier le tableau des effectifs en conséquence et que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant à l'emploi seront inscrits au budget principal. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet, Madame Melki et Monsieur Châtelain? Donc, merci. Donc, on va se réjouir que l'école de musique voit son activité se renforcer, même si elle est très, très, très minime dans la section percussion. Juste une question, peut-on espérer que d'autres disciplines ou d'autres enseignants bénéficieront prochainement d'un soutien similaire? Après, donc, on se réjouit d'une augmentation de présence d'un professeur de musique, mais derrière apparaît une diminution du temps de travail d'un poste qui est là plutôt un poste de théorie, une formation musicale, solfège notamment, donc la théorie. Donc le socle, c'est un socle de pratique instrumentale. Si on réduit ce temps, est-ce que ça ne va pas risquer de venir appauvrir l'enseignement global? Donc c'est juste, on augmente, mais derrière on diminue à l'école de musique. Est-ce que c'est une demande? Pour quelles raisons il y a eu cette diminution et cette augmentation au niveau des professeurs? Monsieur Châtelain. Merci Monsieur le maire. Bon, j'aurais effectivement un propos un peu plus large concernant cette école de musique. Historiquement, cette école avait un rayonnement dans le Valenciennois et elle avait aussi, j'allais dire, pour mission quelque part de, passez-moi l'expression, d'alimenter l'harmonie municipale
qui n'existe plus aujourd'hui. Donc on a quand même le sentiment que cette école de musique a moins de rayonnement dans notre ville. Est-ce que justement pourriez nous faire un point un peu à l'instar de ce que vous avez fait tout à l'heure en présentation sur les écoles, sur justement l'évolution des effectifs de cette école de musique, ce qui est enseigné aujourd'hui, puisqu'on parle effectivement là par le biais des quotités horaires, on parle de l'enseignement de formation musicale et puis de la percussion, mais plus largement l'ensemble des instruments qui sont proposés en formation dans cette école, et puis donc, comme je le disais, les effectifs. Voilà, merci Monsieur le maire. Très bien, on vous préparera un petit point un peu précis et factuel sur le sujet. Globalement, pour répondre à vos interrogations, l'école de musique de Marly se porte très bien. On a beaucoup de jeunes et beaucoup de jeunes marlysiens qui sont élèves de notre école de musique. Sur le temps de travail des professeurs, il est adapté à chaque fois par rapport au nombre d'élèves qui sont présents. Donc quand on peut avoir des augmentations de temps de travail quand on a des élèves en plus sur une discipline, et sur la formation musicale par exemple, on a un professeur qui aujourd'hui fait plus d'heures chez nous que ce qu'il y a d'enfants en cours de formation musicale, mais on utilise ces services en dehors de l'école de musique, au niveau notamment scolaire. Donc clairement, il n'y a pas du tout de diminution d'offres sur la formation musicale, c'est plutôt le contraire, parce que nous, on répond à l'ensemble de la demande sur l'école de musique, et comme on a encore du temps de travail, on en fait bénéficier plus largement la ville. Donc nous, on a une volonté de faire perdurer cette école de musique, clairement avec l'idée d'en faire une école qui soit extrêmement accessible pour tous les enfants marlysiens notamment, et que ça puisse être éventuellement une étape pour certains qui voudraient rejoindre le conservatoire de Valenciennes par la suite. Sur la partie harmonie, en fait, on a essayé. Malheureusement, ça fait partie des choses où nous, on peut proposer l'offre, mais on ne peut pas forcément l'animer s'il n'y a pas de désir. Je pense qu'à un moment, on avait eu un chef qui avait essayé de relancer et puis qui avait un petit peu jeté l'éponge parce qu'il n'y avait pas assez de monde, il me semble. Il y a quelques harmonies sur le territoire qui ont un peu pignon sur rue et qui aspirent l'ensemble des musiciens du Valenciennois et même un petit peu plus loin. Ça va jusqu'à Cambrai et le Maubeugeois, Bapaume aussi, forcément. Donc je pense que quelque part, c'est un petit peu en train de diminuer en termes d'effectifs adultes dans cette pratique de l'harmonie, ce qui fait qu'il y a des harmonies qui en souffrent plus que d'autres. Et la nôtre en a fait partie. Donc nous, aujourd'hui, si à un moment on a des sollicitations pour qu'il y ait une harmonie municipale, on y est tout à fait ouvert. Clairement, on avait ouvert des crédits municipaux pour ça, mais bon, s'il n'y a pas de Marlysiens qui veulent faire partie de l'harmonie municipale, on ne peut pas les forcer non plus. Ça reste une activité associative en quelque sorte, la partie harmonie municipale. Mais il y a dit, monsieur le maire, excusez-moi, il y avait également quand même une association, les Amis de l'Harmonie, et elle fonctionnait très bien, et en fait, ça générait quand même de l'activité. C'est eux qui étaient à l'origine de la renaissance d'une harmonie, qui ont essayé, en fait, et c'est eux qui ont jeté l'éponge. Puis les Amis de l'Harmonie avaient été créés, c'était surtout pour faire sortir l'harmonie sur l'extérieur de la ville. Puisqu'en fait, quand on recevait un cachet, une mairie ne pouvait pas recevoir un cachet. C'était pour ça que ça les faisait connaître. Ça avait été créé. Ça faisait connaître. Mais par rapport au rayonnement, c'était pas que l'harmonie qui faisait que l'école rayonnait. On a toujours quand même la classe d'accordéon qui rayonne sur l'ensemble du territoire. On a la classe de musique actuelle qui rayonne sur l'ensemble du territoire. Il n'y a qu'un changement. Et je pense que même ultérieurement, il sera souhaitable de travailler tous ensemble, c'est-à-dire toutes les écoles du territoire de l'arrondissement, pour quand même travailler plus intelligemment, puisque là, en fait, on bascule des élèves d'une école à une autre, on fait des instruments réservoirs, mais c'est pas ça, en fait. On va peut-être un petit peu plus se professionnaliser
Et là, en fait, on est en train de travailler avec la nouvelle directrice sur un projet d'établissement qui sera proposé ultérieurement. Ouais. Bon, c'est une réflexion qui dépasse un peu notre conseil municipal, mais je pense que ça ferait partie des évolutions souhaitables. Autant je pense qu'il y a vraiment des compétences qui doivent être gardées au niveau municipal, mais qu'il puisse y avoir une réflexion communautaire sur les écoles de musique, ce serait vraiment très important, parce que aujourd'hui, on a des professeurs qui sont dispersés sur toutes nos structures avec des 20e de salaire, qui ont des contrats qui sont quand même pas extrêmement satisfaisants dans chacune de nos communes. Et je pense que si on pouvait avoir une vraie réflexion communautaire pour avoir des écoles de musique performantes qui alimentent le conservatoire, ce serait vraiment souhaitable. Mais encore une fois, ça dépasse un peu le cadre de notre conseil, mais je sais que notre adjointe discute avec le vice-président de Valenciennes Métropole sur ce sujet et essaie de faire progresser le sujet, puisqu'il y a un certain nombre de villes du Valenciennois qui sont extrêmement intéressées aussi. Est-ce qu'il y a des votes contre ces deux délibérations ou des abstentions? Je vous remercie et je rends la parole à Monsieur Moreau. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit maintenant de la création de 2 postes permanents à temps complet au grade de rédacteur. Alors, les 2 postes affectés concernent le premier, les ressources humaines. Il s'agit d'un emploi de gestionnaire de paye dans le grade de rédacteur. Vous avez toute la description de fonction qui est signifiée dans cette délibération. Et le deuxième poste concerne la création, à compter du 1er septembre 2025, d'un emploi d'instructeur en droit des sols dans le grade de rédacteur. Et ce poste est rattaché au service d'urbanisme de notre commune. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la création de 2 postes permanents à temps complet au grade de rédacteur relevant de la catégorie B du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux, de modifier le tableau des effectifs en conséquence et que les crédits nécessaires à la rémunération et des charges sociales correspondant à l'emploi créé seront inscrits au budget principal. Merci beaucoup. Madame Mouret, Monsieur Le Cadier. Oui, monsieur le maire, je voulais savoir si c'était vraiment 2 créations ou si c'était 2 agents qui étaient déjà en place et qui ont passé le concours de rédacteur. Et j'aurais aimé aussi avoir le tableau des effectifs, parce qu'on dit vu au tableau des effectifs, mais on ne l'a pas eu. Monsieur Le Cadier. Merci, monsieur le maire. Moi, je m'inquiète. Je m'inquiète parce qu'au bout de 5 ans et demi de mandat, je m'aperçois qu'il vous manque 2 postes de rédacteur, un pour le suivi des payes et l'autre pour le suivi de l'urbanisme. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 5 ans et demi? Vous avez activé des choses sans avoir des connaissances derrière? C'est quand même fort de café. 5 ans et demi pour vous apercevoir qu'il vous manque du personnel. Merci, monsieur le maire. Madame Melki. Juste une question simple, savoir s'il y aura une réorganisation face à ce recrutement par rapport au service des ressources humaines. Alors en fait, je suis désolé de ne pas pouvoir vraiment répondre à l'interpellation de Monsieur Le Cadier, mais c'est des remplacements poste pour poste extrêmement simples. Et on a un départ en retraite qui est remplacé poste pour poste et une mutation dans une autre collectivité d'une collègue de l'urbanisme qui a pris la responsabilité du service urbanisme d'une autre commune et qui a été remplacée. C'est une création alors? C'est une création de poste parce que ils n'ont pas forcément le même grade, ceux qui sont recrutés par rapport à ceux qui sont partis. Ouais, mais c'est un remplacement poste pour poste. Les postes existaient, ils sont partis et on les remet. Pardon? Oui. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai répondu gentiment. Non, mais là, voilà, je vous dis, c'est un remplacement poste pour poste des 2 agents, et vraiment rien de spécial là-dessus. Et puis des gens, parce que ça pouvait être aussi des gens. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Merci beaucoup. Je m'abstiendrai sur la décision. Pardon? Je m'abstiendrai sur cette décision. D'accord, très bien. C'est noté. Et donc, Monsieur Moreau, une dernière délibération. La dernière délibération porte sur la fermeture exceptionnelle des bâtiments communaux du 24 décembre 2025 au 4 janvier 2026. Il est donc proposé de déroger à l'article 12 du règlement intérieur et de fermer la mairie du mercredi 24 décembre 2025 au dimanche 4 janvier 2026 sur délibération à titre exceptionnel et après avis du comité social territorial
formulée au moins avant la date de fermeture. Bien sûr, une permanence des services sera assurée au bureau de la police municipale. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de remarques, pas d'abstention ou de vote contre, merci beaucoup. Monsieur le maire, pour le Paris-Roubaix. Merci Monsieur le maire. Effectivement, Paris-Roubaix, course cycliste si appelée Enfer du Nord, existe depuis 1896. Elle se caractérise par ces fameux passages sur route pavée qui ont malheureusement tendance à disparaître avec la macadamisation. Ce qui conduit à la création de l'association Les Amis du Paris-Roubaix en 1977. En 2024, la DRIL a engagé la démarche de classement des secteurs pavés, faisant suite à une étude de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, pour classement au titre de la loi de 1930 et confirmer la pertinence du classement. Ainsi, sur les 134 secteurs pavés qui ont été recensés et empruntés par la course depuis 1968, 54 ont été retenus au regard de leur bon état. La ville de Marly, et plus particulièrement la route départementale qui va de Perouet à Soltain, en fait partie. Aussi, aujourd'hui, considérant que le classement de ces secteurs pavés constitue une part de reconnaissance nationale de la valeur patrimoniale de ces pavés et de la course qui y est associée, que le classement par la DRIL de ces 54 secteurs assure d'une manière durable la garantie de la protection pérenne de ces pavés, et enfin que la ville souhaite conserver cette voirie pavée, route départementale Perouet-Soltain, numéro 75, comme un élément indissociable de cette course cycliste Paris-Roubaix. Il vous est donc proposé aujourd'hui d'autoriser ce classement de cette portion de route et d'autoriser l'instauration d'une servitude d'utilité publique pour la course Paris-Roubaix. Merci. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Châtelain a dégainé le premier et ensuite ce sera Madame Melki. Merci Monsieur le maire. Alors juste une précision, c'est très bien ce classement, mais qui en assure l'entretien ? La ville. C'est la ville ? D'accord. Et dans quelles conditions ? Parce que c'est moyennant une surveillance par les amis du Paris-Roubaix qui constatent, par exemple, si on devait refaire par exemple les pavés, c'est donc la ville qui assure l'entretien et c'est validé par les amis du Paris-Roubaix, par exemple ? Oui, en fait, il y a un cahier des charges qui est assez précis sur l'état dans lequel doivent être les segments de pavés, parce que ça doit être difficile, mais ça ne doit pas être dangereux. Et donc, si notre segment est choisi, on doit, pour la course, le mettre dans l'état qui est souhaité par le cahier des charges qui nous a été transmis. Donc avant de vous présenter cette délibération-là, on a fait un état des lieux de ce segment qui est globalement en bon état, voire en très bon état, ce qui fait que si jamais on venait à être sélectionné rapidement, on aurait des réparations relativement mineures à faire, donc de l'ordre de quelques milliers d'euros. Et donc par rapport à l'ampleur de l'événement et de l'engouement aussi qu'on pourrait imaginer parmi nos concitoyens pour venir voir le Paris-Roubaix passer à Marly, on s'est dit que ça valait le coup de vous présenter cette délibération-là et de faire éventuellement cet investissement en réparation. Oui, ben, je rejoins un peu la question de Christian. Quelle obligation concrète cela va-t-il entraîner pour la ville ? Et deuxièmement, est-il prévu, puisque ce classement accompagne une mise en valeur locale du patrimoine de Marly, est-ce qu'elle va être mise en avant ? Est-ce qu'il y aura une signalétique pour que les habitants de Marly puissent également profiter de ce patrimoine exceptionnel ? Et ce serait également une belle occasion de relier le sport, également le cyclo, puisque nous avons des associations sportives cyclo à Marly. D'ailleurs, il me semble qu'il y avait une course qui s'effectuait avant, qui n'existe plus aujourd'hui. Juste la signalétique, les obligations, et puis mettre en avant ce patrimoine pour que les associations cyclo, ça peut être une belle occasion de relier le sport dans ce domaine. Enfin, moi, je pense qu'il n'y avait pas forcément de questions sur votre intervention, mais en tout cas, nous, on est tout à fait d'accord. Ainsi, je pense que on ne fera pas d'excessive publicité sur notre segment tant qu'il n'aura pas été emprunté au moins une fois.
mais que si jamais il est emprunté, en effet, on pourra apporter une signalétique, hein, et puis s'en réjouir tous ensemble. Dans tous les cas, je pense qu'en effet, c'est quelque chose qui est positif pour l'ensemble de la ville et à la fois pour son image à l'extérieur. Donc, espérons que nous serons choisis dans les prochaines années et qu'on pourra accueillir le Paris-Roubaix à Marly. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Non. Je vous remercie pour cette unanimité. Je vais passer la parole maintenant à Madame Platel-Thuin, qui a quelques délibérations à nous présenter. Merci, Monsieur le maire. Donc, la première concerne une convention de transfert de la voirie départementale dans le domaine public communal. Il s'agit donc de la partie de la première partie des travaux qui a été réalisée route de Prézot, donc entre la sortie de l'autoroute et le rond-point Fabien-Thiémé. Et cette convention de transfert se fait avec paiement d'une soulte du département à hauteur de 248 250 €. C'était la dernière délibération un peu sur ce sujet-là. Dans l'ordre que vous voulez, Monsieur Châtelain, Monsieur Le Cadir après, allez-y. Merci, Monsieur le maire. Alors, juste une question, j'allais dire technique, sur cette délibération, par rapport au texte et par rapport au plan. Alors, il n'y a pas grand-chose, hein, mais les repères, effectivement, sur le plan, sont de catégorie PR1 225 et PR2 196, et dans le texte, malheureusement, article 1 et article 3, on ne retrouve pas les mêmes repères. Alors, est-ce que c'est une erreur ou c'est une appellation différente? Comment ça se passe? C'est la RD 73, mais ils ont des segments qui ont un autre nom parce que le département attribue... si vous avez la voie principale, c'est la RD 73. Si vous avez des petits morceaux qui sont sur les côtés qui constituaient des délestages ou des choses comme ça, ils appellent ça PR. Enfin, c'est une dénomination qui est différente. Mais c'est l'ensemble qui est rétrocédé. Ah oui, j'ai bien compris que c'était l'ensemble. Hein. C'est parce que le texte ne correspond pas mot pour mot au plan. Donc voilà. C'était juste une question, une précision technique que je voulais apporter. On fera une petite vérification et au cas échéant, on fera une petite encoche dans le procès verbal du prochain conseil municipal, mais je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Monsieur Le Cadir? Merci, Monsieur le maire. Moi, j'aimerais savoir si vous avez budgétisé dans le temps. Le coût, ça va revenir à la commune pour l'entretien de cette rue. D'accord? Parce que personnellement, étant marlitron de naissance, j'ai toujours connu la rue Jean Jaurès dans cet état. Vous l'avez aménagé avec le concours du département, et ce qui est tout à fait normal dans la mesure où c'était une route départementale. Là, on fait le transfert sur la ville de Marly. Combien ça va revenir aux Marlysiens dans 40 ans? L'entretien de cette avenue. Merci. Est-ce que vous avez budgétisé? Madame Melquier. Écoutez, je précise, tout de suite, ce n'est pas une question. Juste que cette requalification de cette route est tout simplement exceptionnelle. Elle est très jolie. Quand on arrive, on peut remercier le département de la qualité de ses aménagements, mais effectivement, dans l'espoir que la ville continuera à entretenir. Donc, ce n'était pas une question, mais tout simplement se réjouir que notre entrée à Marly est très jolie. Je vous remercie de ces compliments que vous ne souhaitiez pas nous adresser, mais que vous nous avez adressés quand même, parce qu'en fait le département s'occupe uniquement de la bande d'asphalte du milieu, et en fait tous les aménagements autour, c'est l'argent du contribuable. C'est la ville qui les a demandés, qui les a dessinés et qui les a payés. Donc c'était vraiment là-dessus un travail collectif entre le département et la ville, mais sur un dessin qui a été fait par la ville. Et donc c'est en effet vraiment un résultat qui est magnifique, hein, et beaucoup de Marlysiens nous disent à quel point ça a changé l'esthétique de l'entrée de la ville, à quel point ça leur a aussi redonné une certaine fierté quand il y a des gens qui viennent les voir de l'extérieur, qui passent par cet endroit-là en sortant de l'autoroute et qui disent que waouh, Marly ça a changé, c'est vraiment beau cette entrée de ville. Donc je partage tout à fait ce qu'il dit. Monsieur Kadir, par rapport à votre remarque, c'est en fait la rue Jean Jaurès, c'était une départementale qui était
une voie extrêmement importante dans le passé, avec un très gros flux de circulation. Et l'objectif des travaux qu'on a fait, c'était vraiment de pouvoir délester la rue Jean Jaurès et d'en faire une rue apaisée, et que l'essentiel du flux de circulation puisse aller sur l'avenue Fabien-Thiémet, qui a été créée à cet effet, pour que les flux de circulation qui ne veulent pas forcément s'arrêter à Marly eh bien, puissent emprunter cette avenue sans avoir de nuisance pour des riverains. Et donc là, on a vraiment atteint cet objectif, et c'est donc normal que ce soit plus une départementale, mais une route qui est sous gestion communale. Clairement, alors, vous l'avez dit aussi, c'est depuis votre naissance, vous n'aviez jamais vu de travaux sur cette rue, ce qui expliquait qu'elle était vraiment en très mauvais état. Enfin, sans vouloir dire que vous êtes âgé, mais simplement, ça faisait quand même quelques années du coup qu'elle n'en avait pas vu. Et là, c'était vraiment nécessaire. Je pense qu'on fera des travaux d'entretien beaucoup plus réguliers pour pas avoir des sommes trop importantes à faire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la présentation qui avait été faite sur l'audit de voirie il y a quelques années, mais le problème des voiries quand on les entretient pas régulièrement, c'est qu'au moment où on doit les refaire complètement, ça coûte 10 fois plus cher que si on fait un entretien régulier. Donc il faut prendre soin de nos voiries, même quand elles sont neuves ou presque neuves, c'est extrêmement important. Et là, sur celle-là, eh bien, il faudra être attentif à l'évolution du tapis de roulement, bien sûr, mais le coût pour la ville sur un entretien régulier, il est extrêmement raisonnable sur une longue période si on fait un entretien, comme je vous disais, régulier, et qu'on n'attend pas la dernière minute pour le faire. Mais en tout cas, vraiment, j'apprécie votre attention pour les finances communales, et vraiment, sachez que c'est notre combat de tous les jours de mieux dépenser l'argent de la ville au service des Marlysiens. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions sur cette délibération? D'apporter une petite précision, monsieur le maire. J'aimerais savoir quand même avec quel argent vous allez pouvoir entretenir régulièrement cette rue, dans la mesure où que les derniers emprunts que vous avez effectués sont des emprunts sur 40 ans. D'accord? Donc, en ayant des emprunts sur 40 ans, en étant dans une conjoncture économique incertaine, comment vous allez faire en ayant cette rue, cette avenue, que vous trouvez normal qu'elle retombe dans le giron communal, comment vous allez faire pour l'entretenir? On avait bien compris votre question, M. Kadir, et du coup, j'ai répondu répondu pendant les 5 dernières minutes. Il faut tout étayer, monsieur. Je vous propose maintenant de passer au vote. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Merci beaucoup, et je redonne la parole à Madame Platel-Thuin. Alors, cette délibération concerne une convention de mise à disposition sans contrepartie de la rue Marie-Marvin par Lidl à la ville pour la réalisation des travaux de la dite rue en attendant la signature de la rétrocession dans le domaine public. Les travaux réalisés le seront dans le cadre du NPNRU de la Briquette, et ils comprennent la réfection de la voirie, la création d'un mail piéton et cycliste, et la création d'un dépose-minute pour l'école Hélène Carrère d'Ancos. Merci beaucoup. Des questions? Oui, Madame Auré. Excusez-moi, ce n'est pas tout à fait sur la question, mais on nous a demandé quel était le devenir de l'emprise foncière de l'ancien Lidl, et s'il y avait un projet qui était décidé dessus, parce que les riverains se demandaient où ça allait. Ouais. Donc sur l'ancien Lidl, ça fait partie des terrains qui sont gérés par la ville avec Valenciennes Métropole et l'agence de rénovation urbaine. Et on a un projet qui a été présenté par la foncière logement sur ce terrain pour faire des petites maisons en accession sociale à la propriété. Aujourd'hui, le projet n'est pas mûr. Clairement, ce qui a été présenté était d'assez mauvaise qualité, et en plus, la foncière n'atteignait pas l'équilibre économique. Donc Valenciennes Métropole et le promoteur retravaillent leur copie pour essayer de nous représenter quelque chose de plus qualitatif, j'espère, d'ici la fin de l'année. Mais bon, dans tous les cas, on parle de 15 à 20 maisons en accession à la propriété. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Merci beaucoup. Madame Platel.
Alors, la délibération suivante concerne la désaffectation et le déclassement de l'ancienne école Louise Michel, soit la parcelle B 3521 d'une surface de 15 931 m² et d'une parcelle non cadastrée du côté de l'allée Fragonard. Donc un constat de désaffectation et un déclassement du domaine public vers le domaine privé communal, sachant que cette désaffectation a reçu un avis favorable du préfet et de l'inspection académique. Dans l'ordre que vous voulez. Je pense que c'était... Allez, monsieur le Cadir, Merci, madame monsieur Melki, le maire. vous avez levé la main aussi, je pense, et madame Auray. Allez. Alors, en absence de commission, monsieur le maire, comme depuis 5 ans et demi, vous n'avez jamais convié votre opposition dans aucune des commissions, j'aimerais savoir ce qui est prévu sur cet emplacement. Ça, c'est déjà un point. Et puis, ne serait-ce pas l'opportunité de pouvoir y reloger des associations que vous avez mis dehors ou que vous leur avez pu donner de locaux? Voilà, c'était une question. Merci, monsieur le maire. Merci. Je rejoins un petit peu Serge, tout simplement la question, est-ce qu'il y a un projet de ces anciens bâtiments? Donc c'est quand même un lieu emblématique du quartier, qui accueille des générations d'enfants et de familles marlysiennes. Donc la logique administrative, on la comprend, le déclassement, suite à l'ouverture de l'école, mais savoir juste ce que la municipalité envisage sur ce site. Madame Auray. Bah écoutez, je ne vais pas m'étaler parce que c'était la même question, surtout pour les maisons des associations, pour lesquelles on attend toujours, monsieur le maire, le rapport d'expertise que vous deviez nous donner, on ne l'a toujours pas eu. Et en effet, il serait important quand même de réfléchir, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'associations de Marly souffrent justement de ne pas avoir de locaux. Donc ce serait bien peut-être qu'on y réfléchisse, c'est quand même un beau terrain, il y a quand même pas mal de place, et on pourrait peut-être dans une des deux au moins y trouver de la place pour les associations. Et entre parenthèses, si je peux me permettre, j'ai téléphoné à vos services parce que les locaux des élus, il n'y a plus de lumière. Donc pour préparer la réunion du conseil, on était un petit peu gênés, parce qu'il n'y avait pas de lumière. J'ai appelé donc pour prévenir. Et puis voir aussi où on va être logé, parce qu'aujourd'hui, comme on vous l'a dit dimanche, à la Perdriole, ce n'est pas possible. Une seule pièce pour tous les élus de l'opposition, ce n'est pas possible. Très bien. Alors, sur Louise Michel, en fait, on a déjà abordé une fois la question ici, mais pas de problème pour vous le redire. L'idée de la programmation sur Louise Michel, c'est de faire du logement à peu près dans le même esprit de ce qu'il y a en face au niveau de la résidence Baudelaire ou de la rue Camélina. Et sur l'idée de pouvoir l'utiliser pour d'autres besoins municipaux type associatif. En fait, si on a construit une nouvelle école et si on désaffecte celle-là, c'est parce que elle était en très mauvais état, que c'était une passoire thermique, etc. Donc forcément, on ne va pas réhabiliter un bâtiment, sinon on aurait rénové l'école. En fait, si ça avait été possible, on aurait rénové l'école là-bas et c'est tout. Donc forcément, c'est pas possible de faire ça. Et sur les associations, moi j'ai fait la réunion de rentrée des associations, j'ai pas eu d'associations qui m'ont dit qu'elles avaient du mal à avoir des salles. On a plusieurs salles qui sont à la disposition des assos et aujourd'hui on n'a pas de... c'est tendu comme situation, tous nos créneaux sont bien remplis, mais on n'a pas de difficulté non plus extrême là-dessus. Sur le devenir de la maison des associations, on est en attente, comme vous, d'éléments un peu concrets pour réussir à entamer des procédures, mais clairement les premiers éléments qu'on a sont extrêmement négatifs, en tout cas sont très inquiétants et nous laissent penser qu'on sera obligé de démolir le bâtiment suite aux malfaçons des travaux qui ont été vraiment réalisés n'importe comment. Donc maintenant j'espère qu'on réussira à se retourner contre ceux qui les ont réalisés, ce qui sera forcément extrêmement long. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions sur ce point-là? Abstention de Monsieur le Cadir, c'est noté. Pardon, ok, très bien, c'est noté. Madame Platel, toujours à vous.
Alors, il s'agit de constater la désaffectation du 125 rue Jean Jaurès et son déclassement du domaine public vers le domaine privé de la ville. Et si vous me permettez, j'embrayerai sur la seconde question, puisqu'il s'agit surtout d'autoriser la ville à vendre ce bien à Parthénor pour un programme d'acquis amélioré, cela au prix de 109 250 000 €. Merci. Bah, peut-être les... Ouais, allez, on va dire. Oui, Madame Elquier. Non, pardon, Madame Auret. Ah bon Oui, excusez-moi, pardon. Merci, monsieur le maire. Non, simplement une toute petite question, parce que d'abord, le point, il est déjà passé. Oui. Hein, donc, je pense que c'est déjà fait avec Parthénor, donc forcément, on va l'acquiescer, c'est déjà fait. Mais on répète ce qu'on avait dit une fois, ce serait bien quand même que vous puissiez intervenir pour que ce logement social revienne quand même à une famille de Marly, puisqu'on a quand même beaucoup de familles de Marly qui sont en attente de logement. On est d'accord. Monsieur Le Cadier. Merci, monsieur le maire. Moi, c'était juste pour vous prévenir, comme j'ai pas mal d'handicap, mais je ne fais pas encore la perte de mémoire, je serai comme à la dernière, au dernier conseil municipal, concernant une délibération, le local des anciens de PPG, il me semble. Je voterai contre cette délibération parce qu'il ne me semble pas opportun d'aller y faire un logement social à côté de l'association de la FLAC que vous avez mis en place. Voilà. Très bien. Donc, Monsieur Le Cadier, vous votez contre. Madame Vanacker également. Pas d'abstention. Merci beaucoup. Délibération suivante. Alors, la délibération suivante concerne la désaffectation d'un ensemble de biens comprenant l'ancienne école maternelle Jules-Henri Langrand, l'ancienne salle des mariages et les serres municipales et leur déclassement du domaine public dans le domaine privé communal afin d'autoriser leur cession à la société Banjoin, qui est une société du groupe Pichet. Ces parcelles serviront à la réalisation de 21 logements en accession pour les familles et 74 logements locatifs en résidence senior sociale. En même temps, on prévoit la création donc, de cellules commerciales et d'une crèche. Le tout pour la somme de 420 000 €. Oui, Madame Auret. Oui, monsieur le maire. Alors, on va rester cohérent avec ce qu'on a dit depuis le début. Les travaux, on n'est pas là pour dire non à tout parce qu'il y a des belles choses qui ont été faites et on le reconnaît. Ce projet ne correspond pas à ce que les Marlysiens voulaient. Aujourd'hui, on va enlever la salle des mariages, qui était une salle quand même qui avait été rénovée. Quoi qu'on en pense, elle était en bon état. On ne peut pas toujours dire que c'est parce que c'était en mauvais état. C'était là pour faire une rénovation autre. Et puis, les logements, on a vu quand même les prix. C'est des prix quand même très, très élevés. Quand on voit le prix combien va coûter un de ces logements. Et puis, aujourd'hui, on se dit quand même, monsieur le maire, il va falloir trouver une solution pour les mariages. J'ai fait un mariage, moi, au mois de juin. La salle, au niveau de l'école de musique, est très petite. Et en fait, on se rend compte que les gens, ils restent dehors. Alors, nous, on avait fait cette salle des mariages, justement, pour que les personnes porteuses de handicap puissent y aller, que les familles puissent participer quand même au mariage. Parce que quand on va à un mariage, c'est pas le tout de manger, de boire un coup, mais c'est aussi voir les gens se dire oui, c'est important, c'est le moment important du mariage. Et aujourd'hui, ça ne peut pas se faire. Donc, il faut vraiment trouver des solutions. Alors, pour toutes ces raisons, on reste cohérent. On était contre le projet tel qu'il est. Donc, on votera contre cette délibération. Monsieur Le Cadier également et Madame Melki également. Je vais dans le même sens que oui, la pas collègue. de D'accord. On n'a jamais été partie prenante de vos sujets de préoccupation pour la ville de Marly, c'est-à-dire des travaux ou quoi que ce soit. Depuis 5 ans et demi, vous avez régné en digne, je ne vais pas dire dictateur, mais presque. Je peux me permettre, si je peux me permettre. Vous permettez beaucoup de choses, alors continuez sur la lancée. Il va de soi que sur des sujets aussi importants, ou que vous modifiez tout pour les Marlysiens, vous modifiez pour les anciens leurs repères, tout en 5 ans, vous avez voulu faire vite,
vous avez voulu tout faire, tout casser de la ville de Marly, juste pour rendre à vos yeux quelque chose qui peut vous ressembler peut-être, mais qui ne ressemble pas aux Marlysiens. Voilà. Donc, effectivement, je voterai contre également cette décision. Je vais prendre ça pour un compliment, parce que je vais me dire que Si je transforme la ville pour me ressembler, et comme on fait des choses belles, j'imagine que vous vouliez dire que j'étais beau, et vraiment ça me touche beaucoup, monsieur Le Cadir, cette preuve d'amour en public, et même en plus retransmise en vidéo. Non, vraiment, ça me touche, comme quoi on peut être opposant et se dire des choses gentilles. Vraiment, merci beaucoup, monsieur Le Cadir, ça me fait vraiment plaisir. Plus sérieusement, c'est un sujet qui est extrêmement important pour nous, de recréer du logement, parce que ce qui est important, c'est les 80 logements d'une résidence sociale qui est à destination de personnes âgées et qui ont des problèmes d'autonomie. C'est clairement un énorme manque sur la commune, ce genre de logement. C'est un manque d'ailleurs assez général dans le Valenciennois et même un peu plus largement en France. On a une population qui est vieillissante et avec très très peu d'adaptation du parc de logement. On va en créer 80 d'un coup sur un endroit qui est extrêmement accessible en plein centre-ville, avec des commerces qui vont être là en dessous, un certain nombre de services qui vont être apportés à l'intérieur de la résidence. Donc je pense que on est vraiment dans une mission de service public à créer cette résidence à cet endroit-là. Sur la partie salle des mariages, je suis d'accord avec vous, Madame Ouret, c'est extrêmement important qu'on en ait une. On y travaille pour la réaliser. Et l'école de musique, franchement, c'est quand même un cadre plutôt sympa aussi pour marier les gens, et on fait des photos très agréables dans le parc. Donc c'est une solution un peu dégradée, je n'en disconviens pas, mais qui reste quand même très agréable pour les mariés aussi. La mairie, monsieur le maire, pardon, la mairie, les gens ils vont se marier. On est d'accord, mais ce sera le cas. Allez-y. Par rapport au café, et oui. Même le café, vous voyez, nous, alors on n'est pas nostalgique du passé comme on pourrait le croire, hein. Mais le café, c'est quand même un lieu où les gens ils pouvaient se retrouver, où quand il y avait des festivités, les gens ils se mettaient, enfin tout le monde se rencontrait. Et aujourd'hui, je pense que c'est tout ça qu'on regrette. Mais vraiment, je comprends ce que vous voulez dire, Madame Melki. Merci. Donc, je rejoins aussi un peu mes camarades, j'ai envie de dire. Nous parlons ici d'un projet immobilier d'envergure, donc qui va vraiment transformer Marly. En fait, on n'est pas effectivement opposé à moderniser, à dynamiser la ville, mais à condition que ça ne se fasse effectivement dans l'intérêt des Marlysiens. Moi, je m'interroge juste sur le prix. Enfin, je trouve que c'est bas, 420 000 € sur 6 000 m², sauf erreur. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un peu bas. Ouais, c'est un avis des domaines sur le sujet. Après, moi, j'aurais bien aimé le vendre plus cher, ça permettrait de faire rentrer plus d'argent dans les caisses de la ville. Simplement, le prix, il aurait pu être plus élevé si on avait vendu un terrain nu. Aujourd'hui, on a choisi de vendre sans s'occuper des démolitions, parce qu'en général, les entreprises privées réussissent à mieux tirer les prix sur les démolitions que les collectivités. Et c'est des bâtiments qui sont quand même relativement massifs, avec des toitures amiantées. Donc les coûts de démolition, ils sont extrêmement importants, c'est en centaines de milliers d'euros. Donc le coût réel, là, c'est assez adapté. Si on avait vendu un terrain nu, probablement qu'on l'aurait vendu plus d'1 million d'euros. Mais là, la démolition, ça va être extrêmement élevé. Sur le café de la place, Madame Ouret, moi je suis vraiment d'accord avec vous. C'est pour ça qu'on avait eu beaucoup de discussions avec l'exploitant pour qu'il puisse reprendre une cellule en bas. Et c'est aussi pour ça qu'on a exigé du promoteur qu'il mette en place ces cellules commerciales en bas, et que l'angle est réservé pour un commerce type restaurant, bar, brasserie, pour qu'on puisse justement avoir cet endroit convivial sur la place de la ville. Les votes contre, du coup ? Madame Melki, abstention. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour cette délibération. Céline, t'as fini ? C'est bien. Du coup, Assia, pour une délibération un petit peu technique. Cette délibération concerne l'adhésion de la ville de Marly à la Convention territoriale globale 2025-2029. Cette convention remplace l'ancien contrat enfance-jeunesse et vise à renforcer notre partenariat avec la CAF autour d'un projet social de territoire partagé
élaborée à partir d'un diagnostic commun à l'échelle de la communauté d'agglo de Valenciennes Métropole. Elle couvre de nombreux domaines liés à la vie des habitants, petite enfance, jeunesse, parentalité, inclusion numérique, logement, handicap et animation de la vie sociale. La CTG a 2 grands objectifs: simplifier les démarches entre CAF et les communes en regroupant les conventions existantes au sein d'un seul cadre et assurer la continuité et le développement des financements des actions sociales locales. Il est donc proposé d'approuver cette adhésion et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte y afférent. Merci. Oui, Madame Elquier. Donc, cette convention territoriale globale donc, signée avec la CAF du Nord, on remercie d'ailleurs d'être un merveilleux partenaire, et Valenciennes Métropole également, donc vient renforcer la parentalité. Il y a juste une question moi, qui me vient tout de suite en tête, si elle vient renforcer la parentalité, pourquoi le lieu accueil enfants-parents a été fermé, puisque c'était justement, là c'est un objectif à atteindre, alors que le lieu accueil enfants-parents existait sur notre territoire et il a été fermé lors de votre mandat. Valoriser la petite enfance, c'est pareil, je m'interroge aussi, d'ailleurs vous les avez reçus, le personnel de la Perdriole qui était en souffrance par rapport au manque, pas d'encadrant, mais le fait que le Code de la santé a été, on va dire, a été validé de façon à ce qu'il y ait un adulte pour 6. Certains, vous le savez, ont été en souffrance, d'ailleurs vous les avez reçus, donc il faut quand même le souligner. Donc par rapport à cette convention, des chiffres qui démontrent aussi, qui sont assez révélateurs, dont 34% des jeunes de 12 à 17 ans qui vivent en famille monoparentale. Je trouve qu'il y a vraiment un travail à faire important dans ce domaine. Donc près de la moitié qui vivent aussi dans un foyer à bas revenus. Donc une période aussi où les adolescents, on parle de la jeunesse, on tape souvent sur la jeunesse, alors que la jeunesse, comme nos aînés, sont vraiment une source exceptionnelle. Donc assez surprise aussi qu'on va signer cette convention territoriale, sachant que vous avez fermé le point information jeunesse, qui avait également eu un label. Donc il y a des choses qui m'interrogent en fait. Il y a des objectifs à atteindre. La ville de Marly brillait justement par rapport à ces lieux d'accueil de jeunesse et de parentalité, mais ils ont été fermés, comme les LAP. Après, par rapport à cette convention aujourd'hui, des familles m'ont alerté, parce que c'est certainement une question d'organisation, une question d'égalité aussi et de bon sens. Comme les centres de loisirs s'effectuent dans cette école, les enfants de l'école des Hurets et les enfants de l'école des Floralies, certains n'ont pas pu en fait aller au centre de loisirs au mois de juillet parce que non véhiculés, notamment familles monoparentales, et du fait n'ont pas pu se rendre au centre de loisirs. Est-ce qu'il ne faut pas aussi penser à mettre en place une proximité par rapport à ces enfants qui ne peuvent pas se rendre à cette école? Parce qu'elle insiste bien, justement, cette convention, sur la proximité, notamment. Alors, et après, on parle aussi de valoriser les animateurs, les professionnels. Et je suis assez surprise aussi, parce qu'aujourd'hui, la ville passe par une société extérieure, l'IFAC, où, comme vous n'êtes pas sans savoir que 17 animateurs n'ont pas été renouvelés. Donc voilà, donc en fait, c'est dommage qu'il y ait des objectifs à atteindre, mais qui étaient déjà présents sur notre territoire. Donc juste souligner ça. Voilà. Merci. Dans l'ordre que vous voulez, Madame Mouret peut-être, Monsieur Le Cadir. Oui, je reviens un petit peu parce que c'est ce qu'on avait pensé aussi. En fait, on se disait que pour les centres aérés, alors c'est bien, cette année, vous avez fait les 15 premiers jours du mois d'août. Et ça, depuis le début, c'est vrai qu'on le réclamait et c'est bien pour les familles qui travaillent parce qu'on a aussi beaucoup de familles qui travaillent sur Marly. Par contre, c'était trop éloigné. Et il y a beaucoup de familles qui nous ont interpellés en disant on ne peut pas y aller. Bon, je leur ai dit, monsieur le maire, il a dit qu'il y avait des transports en commun. C'est vous qui vous avez dit, il y a des transports en commun pour venir ici à l'école. Mais les gens qui n'ont qu'une voiture, comment voulez-vous qu'avec les enfants, ils vont sur Valenciennes, de Valenciennes reprendre le tram pour revenir ici? Ceux qui habitent, par exemple, même les Floralies. Vous voyez, c'est un peu trop éloigné. Avant, il y avait quand même le centre ARS, et il se faisait dans toutes les écoles, dans tous les quartiers. Ça permettait, il faut dire qu'il y avait plus de 500 enfants qui allaient au centre ARS. C'est important et ça rendait service aussi aux enfants parce que ça leur permettait d'avoir des vacances, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas partir, et c'était important. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont été mises dans les centres sociaux, mais il y a des catégories d'enfants qui n'y trouvent pas leur place. Donc je pense que c'est quand même un projet à revoir.
il faut vraiment revoir pour tous les âges de Marly, parce qu'il y a des familles qui ne s'y retrouvent plus. Et c'est important. Monsieur Le Cadir. Moi, je voulais simplement m'assurer que vous étiez bien rapproché de la CAF et voir que la délibération du conseil d'administration du 17 janvier 2019 était toujours à jour. Oui, Madame Elquier. Juste rajouter une information concernant justement les familles monoparentales. Un point important, et on peut aussi remercier la Caisse d'allocation familiale, qui aujourd'hui aide jusqu'à l'âge de 12 ans. Avant, l'aide était jusqu'à 6 ans pour les parents qui avaient besoin d'une aide périscolaire, notamment pour aller récupérer les enfants et puis les garder à domicile. Depuis septembre 2025, donc c'est quand même quelque chose d'important à préciser. Aujourd'hui, cette aide, la CMG, complément de mode de garde, est étendue jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc je voulais juste rajouter ça peut être une information importante pour les familles marlysiennes. Merci Madame Elquier. Écoutez, je suis content de voir que cette délibération a provoqué autant de débats. Je pense que ce qui est important, c'est de montrer que face aux complexités qu'il peut y avoir dans notre monde actuel, dans la vie des familles, dans le fait d'élever des enfants, de travailler en même temps, d'avoir des situations de famille monoparentale, il faut une approche extrêmement professionnelle de ces sujets. Et c'est exactement ce qu'on cherche à faire. Alors à travers cette convention, à travers tous les services de la ville, c'est en fait, on travaille avec tous nos partenaires et chacun est plus spécialisé dans un domaine que dans un autre. Et c'est aussi le sens justement d'avoir une approche via le département pour certains sujets, via les centres sociaux pour d'autres sujets, et avec une aide de la CAF pour tous, mais avec une spécialisation par rapport au nombre de professionnels qu'on peut avoir dans nos structures et dans les structures de nos partenaires. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un consensus entre l'ensemble des partenaires pour se répartir les missions au plus proche des besoins des gens et aussi avec les professionnels de plus haut niveau pour pouvoir faire le mieux possible pour les enfants. Est-ce qu'il y a des votes contre cette délibération ou des abstentions ? Monsieur Le Cadir s'abstient, c'est noté. Une dernière délibération sur la cession de photos pour de la photothèque municipale en période préélectorale et électorale. C'est une délibération qu'on doit prendre au moment des élections municipales. Si jamais vous voulez utiliser pour faire campagne des photos qui appartiennent à la ville, vous pouvez les acheter à la ville. Vous avez le droit de le faire, mais il faut les acheter à la ville. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, Monsieur Le Cadir ? J'espère que cette délibération sera applicable à tout le monde. Et puis je rappelle également que vous voulez refaire payer, entre guillemets, le contribuable sur de l'argent public, hein, parce que ce que vous avez fait en photo, ce que vous avez pris en photo par drone ou quoi que ce soit, c'était quand même l'argent du contribuable. Donc vous voulez faire repayer le contribuable sur des photos que vous avez prises. Alors, clairement, c'est pas... Vous faites que suivre la loi, oui, ce voilà, qui est normal. Donc, par une fois, je n'irai pas vous engueuler, monsieur le maire. Merci. Écoutez, comme c'est la dernière délibération, j'avoue que j'en sors rassuré et conforté. Je vais pouvoir rentrer chez moi le cœur serein ce soir grâce à vous, monsieur Le Cadir, et je vous en remercie profondément. Est-ce qu'il y a des votes contre cette délibération ou des abstentions ? Je vous remercie. Je vais répondre aux quelques questions orales que je n'aurais pas traitées dans mes propos introductifs. On avait une question des élus socialistes et indépendants par rapport aux toilettes de la salle des fêtes, mais j'y ai répondu, hein, ça va être fait pendant les vacances. Une autre sur le stationnement des employés municipaux. Alors c'est vrai que ça a été très compliqué pendant la période des travaux, hein, et puis maintenant, comme la rue Oscar Carpentier est en zone bleue, on souhaite que les agents ne se garent pas sur la rue Oscar Carpentier pour qu'on puisse laisser les habitants et les usagers de la mairie se garer à cet endroit-là. Donc on a aménagé un nouveau parking à côté du Boulodrome, hein, qui est lui en libre accès tout le temps. On a l'aménagement, on a le bout de la rue Jules Gade et du petit parking qui est là, qui permet aussi aux agents de se garer. On est en train de travailler avec la maison de retraite sur le fait de pouvoir modifier légèrement la rue Jules Gade pour faire un stationnement longitudinal en épi du début de la rue Jules Gade jusqu'au bout, pour que justement on puisse avoir un stationnement pour nos agents.
Et dans le cadre également de la rénovation de la rue Jean Jaurès, on regarde pour recréer des places de stationnement qui pourraient être utilisées pour nos agents. Donc c'est un de nos sujets de préoccupation assurément, tout en se disant que aller se garer un petit peu plus loin quand on vient travailler toute la journée et si on n'utilise pas sa voiture de la journée, c'est pas forcément non plus extrêmement grave. C'est important que les usagers soient prioritaires par rapport aux agents quand ils viennent en mairie ou chez les médecins ou sur toute autre structure aux alentours de la place. Des questions sur les travaux de la rue Jean Jaurès. Je pense que j'ai répondu assez largement, simplement de savoir s'il y avait une enveloppe d'indemnisation qui a été prévue. C'est pas le cas. Valenciennes Métropole avait prévu ça parce que l'avenue Barbus avait été fermée complètement. Là, c'est pas le cas pour la rue Jean Jaurès, donc il n'y a pas de possibilité de mettre en place ce fonds d'indemnisation. Même avec le département, parce que Pardon ? Même avec le département. On avait posé la question au département. Les commerçants et les artisans de cette rue. Hein. Il y en a même un qui est obligé de faire après pour garder son. On a posé la question. On a posé la question au département, mais malheureusement c'était pas possible. Ils sont extrêmement réactifs au niveau des travaux sur l'accessibilité des magasins, mais le fonds d'indemnisation n'était pas possible. Une question Je sais qu'il n'y a pas de débat, alors des questions d'actualité. Si vous voulez, on en parle à la fin du conseil municipal. Je vais répondre aux questions du groupe Marly Vérité. Alors, c'était essentiellement autour du monument aux morts, en fait, donc j'ai beaucoup répondu sur le sujet quand on parlait des travaux. Simplement, il y avait une question par rapport aux démarches qui avaient été faites. En fait, ces démarches ont en effet été engagées et on a eu les accords. C'est curieux que vous n'ayez pas eu connaissance de ces démarches, puisqu'elles ont eu lieu il y a déjà plus de 2 ans, en fait, au niveau de l'Office national des anciens combattants, et des discussions pareillement avec les associations. Question de Madame Melki sur une maison qui a été mise en vente, qu'on avait reçue en don. Donc elle est actuellement en vente dans une agence immobilière. Et vous aviez posé également une question sur le monument aux morts, à laquelle j'ai répondu. Une question également sur la maison qui est à l'entrée de l'avenue Barbus, qui devait être démolie. Alors, la maison à l'entrée de l'avenue Barbus, elle ne devait pas être démolie pour faire un parking, elle devait être démolie à la base quand Valenciennes Métropole étudiait la possibilité de faire un rond-point sur l'entrée de la ville. Mais pour faire le rond-point, il fallait réussir à faire l'acquisition du contrôle technique juste à côté pour avoir un rayon de giration suffisant. Et malheureusement, ça n'a pas été possible de faire l'acquisition du contrôle technique, ce qui fait que Valenciennes Métropole a acheté la maison, mais la remet en vente pour en refaire une maison d'habitation à cet endroit-là. Et voilà, c'était la dernière question. Merci beaucoup à tous pour votre participation à ce conseil municipal. Merci à ceux qui nous ont suivis dans le public ou sur les réseaux sociaux. Passez tous une bonne soirée. Bon. Excusez-moi, monsieur le maire, la dernière chose, de toute façon le conseil est levé. Venez. Donc demain matin, lorsque je vais passer pour prendre les documents, vous serez en mesure également de me présenter tous les documents concernant le déplacement du monument aux morts.